Eh bien voilà, nous sommes, je vois, bien entourés, n'est-ce pas, non, entre le public venu aujourd'hui à la FNAC d'Aubenas pour recevoir à ce micro sur TV07 Michel Néret, qui vient de sortir aux éditions Plomb un livre, ma foi, magnifique, parce que je l'ai lu en quelques heures, en moins de 6 heures, vous voyez, vous n'aurez pas besoin de prendre beaucoup de temps pour le lire, en tout cas passionnant, qui s'appelle Flic. Tout d'abord, bienvenue Michel. Bonjour et merci Bonjour. pour votre invitation, surtout pour rencontrer toutes ces personnes qui me manifestent et de la sympathie et du soutien. Et Dieu sait si cette sympathie et ce soutien sont précieux à mes yeux. Moi qui, il y a à peu près 5 ans, me retrouvais dans une cellule à la maison d'arrêt de la santé. Très bien. Donc vous venez quelque part en voisin, vous habitez à Vienne, On peut le dire, oui. département voisin, l'Isère. Rappelons-le, vous étiez le numéro 2 de la PJ lyonnaise. Voilà, donc exactement. J'étais numéro 2 de la direction interrégionale, c'est-à-dire que c'est un service qui couvre toute la région Rhône-Alpes-Auvergne. Et j'étais le directeur adjoint, donc le directeur un peu opérationnel de toutes les enquêtes un peu criminelles dans ce secteur d'activité, quoi. En 2011, votre vie bascule. Que se passe-t-il en 2011 ? En 2011, je rencontre un autre service de police, oui. Mais pas dans le cadre d'un échange d'informations policières. Je rencontre l'inspection générale des services qui a mené une enquête à mon sujet, surtout en raison d'un certain nombre de relations que j'entretenais avec des personnes ou du milieu ou en relation avec le milieu lyonnais et qui étaient des correspondants habituels. Puisque toute ma vie, j'ai travaillé pour lutter contre le banditisme et toute ma vie, j'ai eu des relations et des fréquentations avec les voyous, puisque c'était ceux que j'étais chargé de combattre. Et donc, c'est vrai que j'ai utilisé ces relations par moment pour obtenir des informations qui me permettaient de faire tomber d'autres individus. Donc, ma vie de policier, ça a été une vie de lutte contre le banditisme, mais de contact un petit peu paradoxal avec un certain nombre de voyous, quoi. Donc vous avez été mis sur écoute à un moment donné. Votre nom en fait apparaît dans une conversation. Voilà, donc mon nom apparaît dans une conversation échangée entre deux personnes. Un malfaiteur qui est en fuite en Amérique du Sud, dans une affaire de stupéfiants qui est une affaire parisienne à laquelle je ne suis absolument pas ni intéressé ni impliqué. Et un malfaiteur ou un individu de Lyon qui est une personne avec laquelle, par contre, j'ai beaucoup de relations, aussi bien professionnelles que personnelles. Et c'est cette personne qui laisse croire au malfaiteur en cavale en Amérique du Sud que Michel Néret, avec lequel il a des relations très proches, est capable et en mesure de lui rendre des services auprès de l'institution judiciaire. Chose que je n'ai pas faite, mais ça s'inscrivait un petit peu, ces conversations, dans sa démarche à lui, personnelle, pour essayer de se faire valoir auprès d'un certain nombre d'individus et pour vendre ou survendre un peu le type de relation que j'avais avec lui, quoi. Très bien. Suite à cela, vous êtes inculpé, d'abord en garde à vue. Suite à ça, j'ai 96 heures de garde à vue, 4 jours. Alors justement, quand on 4 jours pendant lesquels je suis entendu 15 fois, donc avec très peu de temps de repos. Une garde à vue extrêmement éprouvante, fatigante. Bon, aussi surprenante parce que j'ai moi eu l'habitude de mettre des gens en garde à vue, mais effectivement j'ai jamais eu l'occasion, et pour cause, d'avoir été la victime d'une garde à vue. Donc 96 heures de garde à vue où on dort très peu, où on est sujet à des questions permanentes et où il faut avoir l'esprit suffisamment clair pour expliquer de manière cohérente quelle était ma démarche professionnelle, ma philosophie de travail qui était axée sur le culte du renseignement et la culture de l'informateur. Toute ma vie, j'ai fait ça. Mais j'ai fait ça pour amener des renseignements qui m'ont permis de faire des affaires, de détruire ou de neutraliser des équipes de braqueurs, des équipes de trafiquants de stupes, des équipes de trafiquants de fausses monnaies, enfin tout un panel d'activités criminelles.
Et ça a été mon quotidien permanent. J'ai consacré toute ma vie à ce combat-là. Et évidemment, sur la fin, ces relations trop proches avec ce milieu d'origine israélienne m'a été reprochées. Je reconnais que j'ai fait un certain nombre d'erreurs dans ma gestion humaine avec ces personnes-là, mais encore une fois, le contact entre un policier et un informateur, on ne peut pas le résumer à un contact flic et voyou, parce que fatalement, ce contact, il implique des rencontres quotidiennes pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Et il y a un affect qui se crée fatalement. C'est une relation humaine, parce que l'informateur est un voyou, certes, mais qui va prendre des risques lui-même à titre personnel pour infiltrer un réseau, pour vous donner du renseignement. Donc il faut qu'il y ait entre le policier et l'informateur un lien de confiance. Et ce lien de confiance, il se crée, il se bâtit sur le temps. Et voilà. Et c'est ce temps-là que dans cet aspect-là des choses avec mes informateurs d'origine israélienne, c'est ce temps-là qui m'a fait défaut. Et lorsqu'on m'arrête au bout de 6 mois, effectivement, je n'ai pas ce temps suffisant pour dire, voilà, ma relation avec telle personne que j'ai approchée pour devenir mon informateur a été efficace. Elle était prometteuse, elle n'a pas été efficace parce que les 6 mois, c'est une période beaucoup trop courte pour lier avec une personne de ce milieu-là des relations fortes. Est-ce que justement, ce rapprochement, cet affect dont vous parliez là, il y a quelques secondes, je dirais, est-ce que c'est une forme de naïveté de se laisser prendre comme ça par ces deux truands en finalité? Alors encore une fois, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on peut considérer que ça a été une naïveté parce qu'il n'y a pas eu de résultat probant à cet échange de relations proches entre ces personnes. Et comme je l'explique dans mon livre, j'ai eu exactement le même parcours avec un autre informateur que j'ai fait sortir de prison à une certaine époque grâce à un magistrat donc, qui m'a fait confiance. Et avec cet informateur-là, si le magistrat, au bout de 6 mois, m'avait demandé quels sont les résultats de vos relations, je lui aurais donné aucun résultat parce qu'au bout de 6 mois, je n'avais pas de résultat. S'il m'avait demandé au bout de 10 ans quel a été le résultat de votre collaboration, je vous aurais sorti un dossier avec une dizaine d'affaires de grand banditisme. C'est exactement dans cette démarche-là que je m'inscris avec ces individus-là. Donc on dit naïveté. Aujourd'hui, effectivement, on va dire Michel Néret était naïf parce qu'il s'est fait manipuler par ces gens-là. J'aurais voulu avoir 5 ou 6 ans de plus pour apporter la contradiction à cette suspicion, quoi. Et pourquoi, selon vous, on ne vous a justement pas laissé ce temps? Puisque derrière, vous êtes mis en examen, vous êtes écroué. Parce que simplement, les gens, les policiers qui m'ont écouté, ont eu l'impression qu'à côté de cette relation de proximité avec les informateurs, d'un certain nombre de cadeaux que j'ai acceptés, il y avait aussi une démarche en matière de lutte contre les trafics de stupéfiants et que sur les écoutes téléphoniques, puisque j'ai été écouté pendant 6 mois, j'avais des relations avec des fonctionnaires de mon unité pour justement essayer de détourner quelques petites quantités de produits stupéfiants pour rémunérer des informateurs qui nous avaient amené des affaires magnifiques en matière de trafic international, qui nous avaient permis de saisir des quantités de l'ordre de la tonne ou des centaines de kilos d'héroïne, et que ces informateurs avaient des besoins financiers pour financer justement leur déplacement au Maroc, aux Pays-Bas, pour justement nous amener ces informations et infiltrer ce type de réseau. Donc, il y avait ces deux aspects qui ont été considérés par l'autorité policière et surtout l'autorité judiciaire comme deux aspects qui étaient suffisants pour venir m'interpeller et faire un exemple, quoi. Et votre affaire amène un petit peu en lumière ce qui se pratiquait autrefois, ce qui se pratique peut-être encore aujourd'hui. Je l'ose espérer, parce que si vous n'avez plus de contact avec des informateurs, c'est comme eux qui vous éclairent un petit peu sur un certain milieu qui est un milieu hyper imperméable. C'est un milieu qui souvent, à ce niveau-là, a des moyens financiers un petit peu hors normes, et leur surface financière leur permet souvent de faire obstacle à la riposte policière. Donc si vous infiltrez pas ces réseaux ou ces gangs, et si donc vous n'avez pas d'informateurs, je ne sais pas comment vous allez pouvoir avoir une riposte policière efficace. Alors j'ose espérer qu'on a encore des contacts avec les informateurs. Ils sont maintenant beaucoup plus frileux, parce que la haute hiérarchie est extrêmement frileuse. Il y a une sorte d'inhibition aujourd'hui du policier qui n'ose pas entretenir ces relations, parce que il faut être comme aujourd'hui policier, il faut être assez pervers pour avoir un informateur, parce que personne
pas demander à un policier d'avoir un informateur. Si le policier a un informateur, c'est parce qu'il aime ça. Il aime ce contact avec la voyécratie et il le fait pour avoir du renseignement et pour faire des affaires. Mais bon, il le sait en même temps que ce travail-là, c'est un travail qui va impacter sa vie personnelle. Parce qu'un informateur qui vous appelle à 23 heures, si vous lui dites écoute, je suis couché, on se verra demain matin, vous ne le garderez pas longtemps. Donc ça va être donc un travail qui va vous demander un travail supplémentaire par rapport à ce qu'on vous demande en réalité. Et ensuite, c'est un travail qui va vous demander et qui va vous apporter des ennuis parce que l'informateur, c'est un voyou. Le voyou, fatalement, il aura des ennuis. Donc vous, mécaniquement, indirectement, vous aurez des ennuis aussi. Donc le policier qui va avoir un informateur alors qu'on ne lui demande pas d'en avoir, qui va se créer des soucis et qui n'aura aucune récompense ni financière ni au niveau de l'avancement, je dis, il faut être aujourd'hui pervers pour s'engager dans cette démarche-là. Mais c'est voulu de la part des supérieurs. Alors, votre histoire est un peu infusible. Elle est un peu symbolique oui. et symptomatique. Oui. Maintenant, aujourd'hui, je pense que la règle, c'est pas d'emmerdement, quoi. Pas d'embrouille, donc pas d'embrouille. Donc ça veut dire on laisse faire. Éviter le contact avec l'informateur. L'informateur va vous amener des embrouilles, vous ne serez pas couvert. Et encore une fois, je vous dis, dans le renseignement, c'est une chaîne avec 3 maillons. Il y a le policier, évidemment, l'informateur, évidemment, et le magistrat. Parce que le policier, si l'informateur vient au contact du policier, c'est parce que l'informateur espère que le policier, à un moment donné, va pouvoir lui obtenir un traitement judiciaire bienveillant. Donc il faut qu'il y ait un lien important de confiance entre un policier et un magistrat. Et dans mon affaire, le policier, il a été mis en détention. Les informateurs, un certain nombre de noms ont été rendus publics par la presse et ont quasiment signé un arrêt de mort pour ces informateurs. Et les 2 magistrats avec lesquels j'avais des relations professionnelles confiantes ont eu des ennuis avec leur administration de tutelle. Donc je veux dire, les 3 maillons de cette chaîne ont été hyper fragilisés. Donc aujourd'hui, la chaîne du renseignement, elle est fragilisée. Et c'est pour ça que la hiérarchie, en plus, assez frileuse et inhibée, n'incite pas un fonctionnaire aujourd'hui qui rentre dans la police à faire de la démarche de l'informateur. Alors que moi, ça a toujours été et ma culture et le culte du renseignement, quoi. Voilà, j'ai travaillé dans ce culte-là et toute ma vie, j'ai entretenu avec ces gens des relations un petit peu ambiguës, mais qui avaient toujours pour vocation d'apporter des renseignements pour neutraliser des équipes et les éliminer socialement. On vous a fait le reproche, à tort ou à raison, des cadeaux. Le voyage au Maroc, une montre. Alors on a raison, puisque j'ai été montres. Condamné. J'ai été condamné. Oui, voilà, je suis dans la peau d'un condamné, donc je prends en compte les erreurs que j'ai faites. Je les assume, je les revendique, et puis, comme je l'ai dit, j'assumerai la sanction judiciaire. C'était pas là justement la ligne franchie? Oui, plutôt que d'aller donner 1 kilo ou 2 de résine de cannabis. Les deux sont considérés comme des franchissements de ligne. Oui. Voilà, donc la drogue, c'est pour la méthode de travail. Ça, voilà. Et le cadeau, moi, c'était pour façonner ou cimenter cette confiance, parce que c'était, en tout cas, pour l'un d'entre eux, un véritable ami. Donc c'était aussi un cadeau d'amitié. Mais je considère qu'effectivement, ça a été une erreur de ma part. Mais ça, je l'ai aussi bien reconnu et assumé. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'assume ma condamnation et que moi j'ai jamais fait appel et que j'avais dit à la justice, quelle que soit la condamnation que vous prononcerez, je l'exécuterai et puis je veux surtout en finir avec cette affaire, quoi. Alors justement, vous êtes condamné à 2 ans et demi de prison. Oui. C'était le 5 juillet 2016. Voilà. Tout va bien, vous sortez du tribunal. Non, tout va bien parce que cette condamnation à 30 mois de prison ferme correspond à la réquisition du procureur de la République. Ça, voilà. Le procureur de la République qui représente la société avait, dans un réquisitoire que lui-même avait qualifié de sévère, requis contre Michel Néret une peine d'emprisonnement de 30 mois d'emprisonnement. Et le procureur lui-même avait dit cette peine de 30 mois sera une peine aménageable, c'est-à-dire que dans son esprit, elle n'impliquait pas pour moi un retour à la case prison. Voilà. Le tribunal m'a condamné à 30 mois d'emprisonnement ferme, c'est-à-dire que le tribunal a suivi l'avis du parquet. Donc, lorsque je sors du tribunal, je suis loin de penser que le parquet va faire appel. Et donc, je considère que moi, comme je ne faisais pas appel, ma sanction était définitive. Elle n'impliquait pas un retour à la case prison. Elle aurait impliqué un aménagement, donc un bracelet électronique, j'imagine, pendant une longue période. Mais en tous les cas, ça n'impliquait plus un retour à la case prison. Et je découvre une semaine plus tard que le parquet, à ma grande surprise, et de manière totalement inexplicable, irrationnelle, incohérente, fait appel de ma condamnation alors qu'il obtient satisfaction sur ce qu'il demande. Voilà. Et alors, donc, selon vous, pourquoi ?
J'ai pas d'explication rationnelle, hein. Donc le parquet qu'on a contacté, mes avocats ont contacté, ont donné 2 explications qui sont pour moi des explications totalement spécieuses, hein. La première, c'est que j'ai été relaxé par le tribunal sur une petite partie de l'association de malfaiteurs de ce dossier, mais une partie qui n'impacte pas l'appréhension globale du dossier. La preuve, c'est que la peine que le parquet demande, c'est celle qui m'est affligée. Donc cette pseudo-relax, qui est pour eux l'argument pour justifier l'appel, pour moi c'est un argument spécieux. Mais toujours est-il que maintenant, il faut que j'attende quasiment 2 ans pour revenir en cour d'appel à Paris pour un nouveau procès. Donc à nouveau une épée de Damoclès sur la tête. À nouveau, ouais, une épée de Damoclès. Alors une épée de Damoclès, si vraiment j'avais eu le sentiment que c'était une épée de Damoclès, jamais je n'aurais publié ce livre. Mais comme le parquet qui avait il y a 2 ans, enfin il y a 6 mois, à l'examen de ce dossier qui va rester en l'état, le dossier ne va pas du tout évoluer, il fait un examen objectif et il requiert 30 mois de prison pour sanctionner mes fautes. Pourquoi dans 2 ans est-ce qu'il aurait un réquisitoire plus sévère? Ça n'aurait pas de sens, puisque le dossier va rester en l'état, que mon niveau de responsabilité sera le même, et je ne comprendrais pas que le parquet dans 2 ans aille demander une peine supérieure. Ça n'aurait pas de sens et ça serait aussi notre système de défense. Donc c'est pour cette raison que je pense que je ne prends pas un grand risque à publier ce livre. Je dis, je ne prends pas un grand risque, mais je me méfie de l'institution judiciaire, beaucoup, qui n'a pas été particulièrement bienveillante pour moi. Donc, je fais attention aussi à ne pas déplaire à cette institution judiciaire, surtout lorsque j'interviens publiquement et qui plus est aujourd'hui, ces dernières semaines, vous êtes ultra médiatisé. Les plus grands médias vous reçoivent, parce que justement, c'est pas encore une fois, un pied de nez. Je ne l'ai pas demandé. Oui. Encore une fois, moi, cette hyper-médiatisation, elle m'a été imposée. Je l'ai pris comme un tsunami. Moi, j'ai été à l'origine de rien du tout. Et cette sollicitation médiatique un peu hors norme à la sortie de ce livre, encore une fois, je l'ai subi. Je n'ai pas demandé quoi que ce soit. C'est les médias qui ont contacté mon éditeur pour que je vienne présenter mon livre à la télévision. Donc, encore une fois, ce n'est pas de mon fait, de mon initiative personnelle, que cette médiatisation a connu cette importance-là. Moi, je prends, en quelque sorte, je ne dis pas que je suis une créature de l'hyper-médiatisation voulue à l'époque de mon arrestation par certains, mais un peu quand même. Justement, aujourd'hui, on prend la société, n'a plus confiance en la justice, et vous êtes quelque part aujourd'hui un peu... J'irai un personnage aujourd'hui, parce que c'est le personnage du flic, hein, tel que le super flic lyonnais. Vous avez ce capital sympathie auprès des gens aujourd'hui qui viennent vous voir lors des dédicaces, vos collègues de la police qui vous soutiennent. Enfin, on entend, moi ce midi encore, j'entendais... ces collègues ont pris en compte le fait que moi, j'ai vécu 35 ans sur le terrain. J'ai mouillé le maillot, j'étais avec mes troupes souvent devant, même toujours devant. Mais voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est pris en compte par le monde policier de base, essentiellement. Parce qu'ils savent que je suis vraiment quelqu'un qui, lorsqu'il parle de terrain, sait de quoi il parle, quoi. Voilà. Donc, encore une fois, c'est sûr que j'ai un capital sympathie que je ne m'explique pas, que je ne mesurais pas quand j'étais en prison et que j'ai découvert lorsque je suis sorti de prison. Mais encore une fois, je pense que c'est cette hyper-médiatisation qui a été voulue par des autorités sans doute politiques. Vous balancez Guéant dans... Qui a créé, sans doute un effet inverse. Monsieur Guéant, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, s'est essuyé les pieds sur ma présomption d'innocence, sur le secret de l'instruction, hein, et que je sache, un certain nombre de procès-verbaux ont été diffusés dans la presse les jours suivant mon arrestation. Alors que vos avocats n'étaient même pas au courant, voilà, c'est ça? Mes avocats n'avaient même pas connaissance de ces pièces de justice. Elles étaient dans la presse. Et si vraiment le ministre n'était pas, je dirais, complice de ces fuites, il aurait diligenté une enquête administrative interne. Je n'ai pas connaissance qu'il y ait eu la moindre enquête administrative interne. Donc je pense que c'était une mise en scène orchestrée pour donner à cette affaire une dimension médiatique un petit peu hors norme, et puis pour mettre le projecteur sur l'affaire Michel Néret, au détriment peut-être d'autres affaires qui à l'époque faisaient aussi de l'actualité médiatique, quoi. On parle souvent de police à l'ancienne. Ça veut dire quoi, police à l'ancienne? Écoutez, police à l'ancienne, c'est peut-être par définition avec la police moderne qui aujourd'hui bénéficie de tout un tas de développements, de méthodes technologiques, génétiques, qui n'étaient pas à l'époque entre les mains de la police. Donc police à l'ancienne, ça veut dire c'est
une police qui fait fi un peu de toutes ces méthodes de travail technologique et puis qui reste sur le côté humain, quoi. Et aujourd'hui, il faut, à mon avis, associer la police à l'ancienne à la police moderne. Uniquement la police moderne, très franchement, je pense que tous les attentats de ces derniers temps démontrent que la police technologique, telle qu'elle est conçue aujourd'hui, est assez inefficace pour répondre à ces menaces-là. Et si vous n'avez pas des opérations d'infiltration humaine et de recherche de renseignements, vous allez au-devant d'un certain nombre de déconvenus. Et je pense que c'est aussi le constat qui a été fait par un certain nombre de responsables ou politiques ou policiers, quoi. Le renseignement, c'est quelque chose qui est fondamental. Et voilà. Et moi, j'ai baigné dans ce culte du renseignement toute ma vie avec mes succès et mes chutes, quoi. Alors justement, aujourd'hui, vous êtes en retraite de la fonction publique. Absolument, oui. Est-ce que vous étiez déjà imaginé votre fin de carrière et dans votre imaginaire, je ne sais pas si vous aviez projeté un jour, ça va arriver la fin et... Non, très franchement, je ne l'avais Ouais. pas imaginé parce que moi, mon métier, c'était ma passion et je ne voyais pas pour quelle raison j'aurais arrêté cette passion. Donc je ne l'imaginais absolument pas du tout. C'est sûr que ces 8 mois d'incarcération, de vie en cellule, ça m'a permis de prendre du recul, de tourner des pages et d'accepter, bon an, mal an, cette retraite, quoi. Mais c'est sûr que dans mon esprit, j'ai été policier pendant 35 ans, j'ai vécu avec cette passion-là et avec cette grinta que j'ai communiqué à tous les fonctionnaires qui étaient autour de moi. Je ne me voyais pas arrêter ce métier-là. Et voilà. Et donc, cette affaire a mis un point d'honneur à ma carrière et puis malheureusement dans des conditions qui me laissent comme un goût amer. Justement, vous parlez de colère, vous parlez même de haine. Haine envers le système, un système. Alors, la haine, telle que je l'ai écrit dans ce livre, c'était une haine contre le système judiciaire, qui faisait suite à cet appel que je ne comprends pas et qui me semble tellement incohérent et irrationnel, et qui fait aussi suite à une anecdote qui m'a beaucoup marqué. C'est qu'au moment où on m'apprend, où un collègue m'apprend que le parquet a fait appel de la décision des 30 mois d'emprisonnement, j'ai contacté mon avocat qui a été tout aussi surpris que moi, et mon avocat a téléphoné au greffe du tribunal de Paris pour avoir confirmation de cette information qui lui semblait surréaliste. Et on a une greffière qui nous annonce que l'appel ne me concerne pas, que la condamnation pour Michel Néret, elle est définitive et qu'il n'y a pas d'appel. Donc je reste toute la journée du lundi avec l'information de mon avocat, qui est officielle, selon laquelle je ne suis pas concerné par l'appel. Et en fin de journée, mon avocat m'appelle en me disant « Je crois que la greffière m'a raconté une connerie, le parquet a fait appel contre toi ». Donc toute la journée, j'avais mes amis, ma fille, ma femme qui me demandaient. J'ai dit « Mais pour nous, l'affaire est finie ». Et là, quand j'ai appris ça, voilà, j'ai eu un moment de haine très fort. Et une haine qui était déjà nourrie depuis 5 ans, puisque j'ai eu un traitement judiciaire un petit peu hors norme, un petit peu décalé par rapport à ceux que j'avais vécus dans ma carrière et qui avaient été affligés à tous les voyous de tout poil que j'avais arrêtés. Je pense que dans mon dossier, j'ai eu un traitement judiciaire qui était un petit peu atypique, quoi. Donc, c'est tous ces éléments qui contribuent à expliquer un petit peu ce sentiment de rancœur très noir. Vous parlez dans votre livre, vous l'abordez très succinctement, je n'irai pas beaucoup plus loin, mais vous parlez de Charlotte, votre fille, d'ailleurs, à qui vous dédiez ce livre, qui vous en a voulu. Enfin, vous avez eu des relations très tendues avec également votre épouse. Ça fait beaucoup de dégâts, en fait. Oui, c'est sûr. Avec mon épouse, évidemment, hein, puisque ça a été en plus de l'affaire pénale, il y a eu toute la vie privée qui a été déballée avec tout un tas d'informations totalement délirantes, sans fondement, qui ont été diffusées dans une certaine presse lyonnaise. Encore une fois, un tsunami de calomnie qui était difficilement gérable, quoi. Et moi, j'étais en prison, donc je ne pouvais pas apporter la contradiction. Et puis ma fille, elle, bien sûr, elle a vécu cette situation. Et c'est sûr qu'on rêve mieux pour sa fille que de venir voir son père dans une cellule à la maison d'arrêt de la santé, qui est cet ensemble dans le centre-ville de Paris avec des murs d'enceinte de 10 mètres de haut. C'est quelque chose qui est hyper traumatisant.
Et bon, il y a un certain nombre d'anecdotes dans ce livre en liaison avec l'administration pénitentiaire qui l'ont été encore beaucoup plus et qui font que ma fille a très très mal vécu effectivement cet enfermement de son père. Évidemment. Il y a toute une première partie du livre, même une grosse partie du livre où vous relatez vos histoires passionnantes. On a l'impression même parfois c'est même pas réel. Enfin, on a l'impression que c'est de la fiction. Justement, est-ce que ce livre sera un jour mis dans les mains d'un producteur? J'ai un certain nombre de propositions. Oui, voilà. C'est très vrai. Je suis en train de discuter en région parisienne avec des producteurs. On parle d'Olivier Marchal. Alors, Olivier Marchal, il est réalisateur. Réalisateur, oui. C'est pas lui le producteur, c'est ça, lui voilà. serait le réalisateur. Évidemment, j'ai des relations très proches avec Olivier Marchal. C'est un ami qui m'a soutenu tellement publiquement que, évidemment, il aura un accès prioritaire à cette réalisation-là, évidemment. Maintenant, il faut trouver un producteur qui finance l'adaptation cinématographique de ce livre. Alors, il y a beaucoup de projets. Il y a le projet d'un film grand cinéma. Il y a aussi un projet qui est aussi prometteur, qui est plutôt le fait de faire une série style Braco, avec l'inspiration d'un certain nombre d'affaires lyonnaises. Donc ces deux projets qui sont en train de cheminer de manière un peu parallèle mais concurrente, puisque ça sera ou l'un ou l'autre. Et il n'est pas exclu que ce soit une série avec plusieurs saisons. C'est pas exclu. Mais encore une fois, ce sont des projets qui verront une finalité, à mon avis, pour 2017, c'est sûr. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'arrêté. Bon. Vous aspirez quoi aujourd'hui ? La vie, la santé. Oui. Ouais, je dis, maintenant, les deux Vous savez, quand vous faites... et je souhaite même que tout le monde passe quelques temps en prison, parce que quand vous passez un petit moment en prison, vous ressortez avec une vision totalement différente de la vie. Et les deux paramètres essentiels, c'est la santé et la liberté. La santé, c'est l'évidence, et la liberté, tant qu'on n'a pas été privé de la liberté, on ne mesure pas le bien précieux que ça représente. J'ai, par chance, la santé et j'ai ma liberté. Donc, je profite de ma vie, un peu comme M. Sarkozy aujourd'hui. Voilà, je vais voyager un peu, j'écris, je vais faire de la production cinématographique. Je rencontre tout un tas de personnes que mon parcours ne me prédestinait pas à rencontrer, aussi bien des gens du média, du cinéma. Voilà. Donc c'est une vie différente qui se développe et s'organise. Voilà. Alors peut-être un temps, je ne sais pas, mais en tout cas, je profite de ces bons moments-là. Bon, très bien. Merci. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes justement qui démarrent, qui débutent dans la police ? Alors, j'ai envie de leur dire, si vous lisez ce livre, vous allez y découvrir une passion. Voilà, la passion de la police. Et je leur dis, vous, je pense que si vous rentrez dans la police, c'est que vous avez cette passion-là. Et ne laissez surtout pas cette passion-là s'éteindre. Voilà ce que je leur dirais. Voilà. Très bien. Je voudrais quelques mots pour les Ardéchois et les Ardéchoises. C'est la première fois que vous venez en Ardèche ? Non, je suis un habitué de l'Ardèche, mais plutôt du secteur de Vallon-Pont d'Arc. Donc le sud. Alors, si vous regardez laquelle, celle-là, adressez-vous aux Lyonnais, j'allais dire, aux Ardéchois, en leur disant quelques mots, tiens, justement, ceux qui vont vous regarder un petit peu. Voilà, c'est ce qu'on fait souvent en fin d'émission. Écoutez, je remercie toute la région ardéchoise de l'accueil qui m'est réservé, en tout cas aujourd'hui, du soutien et de la sympathie des gens, parce que les Ardéchois, je le sais parce que j'ai eu beaucoup de collaborateurs qui étaient originaires de Ardèche. Ce sont des gens qui sont des gens entiers, qui sont des gens fidèles en amitié. Et c'est des paramètres véritablement essentiels et qui sont ces paramètres-là que j'attacherai à la personnalité de l'Ardéchois. Voilà. C'est pas beau tout ça. Bon, on peut applaudir Monsieur Michel Néret. Merci Michel. Bonne continuation à vous. Merci. En tout cas, et merci pour ce moment. Voilà, on se retrouve très prochainement sur TV07 pour d'autres émissions. Merci à tous. Bye bye. Ciao, ciao.